Un drame, une tragédie. 40 personnes sont mortes la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Une centaine d'autres personnes ont été blessées. Ces personnes étaient venues fêter le passage à la nouvelle année dans cet établissement niché au cœur de cette station de ski suisse. Une priorité pour les enquêteurs, identifier les victimes au plus vite. Un travail long et minutieux pour répondre aux questions de parents sans nouvelles de leurs enfants. Aujourd'hui, l'ensemble des victimes, blessées ou décédées, ont été identifiées. Ce travail titanesque a été réalisé par un collège de policiers scientifiques, d'enquêteurs, de médecins légistes et de dentistes sur les corps calcinés. En 1970, rappelez-vous, la France avait connu pareille tragédie. C'était un incendie dans une boîte de nuit dans l'Isère. Il avait fait 146 morts, mais 9 d'entre eux n'ont jamais été identifiés. Ils reposent aujourd'hui dans une fosse commune. Alors, comment l'identification des victimes a-t-elle évolué au fil des années ? Les progrès techniques et scientifiques permettent-ils de faciliter cette identification ? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour bfmtv.com. Docteur Emmanuel Margueritte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin légiste et urgentiste au CHU de Montpellier. Nous reviendrons avec vous sur l'identification des victimes, sa difficulté et ses évolutions techniques. Mais avant, Charlotte, revenons ensemble sur cet dramatique incendie. On est à Crans-Montana le 31 décembre. Crans-Montana, c'est une station de ski suisse assez huppée. Et donc le 31 décembre, ici comme ailleurs, les gens fêtent le passage à la nouvelle année. Pour certains, la fête se passe au bar Le Constellation. Il est bien situé, au centre de la station. Il est aussi très fréquenté par les touristes et les jeunes. Des jeunes, il y en a d'ailleurs beaucoup au Constellation la nuit du réveillon. Un DJ est d'ailleurs présent pour faire danser tout le monde. Mais vers 1h30 du matin, la fête vire au drame. Un incendie se déclenche dans le sous-sol de l'établissement. Selon l'enquête, des bougies fontaines sont entrées en contact avec le plafond. Un plafond qui était recouvert d'une mousse acoustique, aujourd'hui au cœur des investigations. Le feu s'est alors rapidement propagé, piégeant les fêtards. L'incendie a provoqué un mouvement de foule vers l'escalier, puis vers la porte de sortie du bar au rez-de-chaussée. Et très vite, les autorités communiquent. Le bilan humain est dramatique. Les autorités annoncent d'abord plusieurs dizaines de personnes présumées décédées. Mais rapidement, un chiffre nous parvient. 40. 40 personnes sont décédées dans cet incendie. Et ces victimes, il faut encore les identifier. C'est d'ailleurs la priorité des autorités. Elles veulent rendre au plus vite les corps aux familles sans nouvelles de leurs proches. Docteur Emmanuel Margueritte, on l'a dit, dès le début, les autorités cherchent à identifier les victimes. Or, dans cette affaire, les personnes ont été brûlées. Est-ce que c'est plus compliqué ? Oui, bien sûr, les procédures d'identification qui sont codifiées au niveau international sont rendues plus complexes effectivement lors de décès liés aux incendies, car les corps sont ce qu'on appelle carbonisés et il ne peut pas y avoir d'identification en général directe des corps par rapport au visage ou par rapport à des éléments physiques simples. Alors comment ça se passe concrètement cette procédure d'identification avec des corps calcinés ? Alors la procédure d'identification, elle est valide en fait dans tout type de catastrophe, c'est-à-dire qu'elle est rigoureuse et elle fait appel à un certain nombre de spécialistes, vous l'avez rappelé, des médecins légistes, des unités de police technique scientifique et d'identification des victimes de catastrophes, des radiologues, des spécialistes de la génétique, des anthropologues médico-légaux. Et il y a tout un tas de spécialistes qui vont pratiquer l'identification. Le premier temps, il va se passer sur les lieux. Et de fait, dans les catastrophes de façon générale, on va utiliser ce qu'on appelle le protocole Interpol, qui est un processus très rigoureux pour aboutir à une identification formelle des victimes. Parce qu'il n'y a pas d'erreur possible, il faut le rappeler, il faut être sûr à 1000%. Exactement. Le but de l'identification rapide et formelle, c'est de restituer aux familles un corps qui est bien celui de la victime. Et bien sûr, il n'est pas question de rendre un corps qui ne serait pas complètement ou formellement identifié. Vous l'avez rappelé en 1970, dans la catastrophe de la boîte de nuit, qui a fait quand même plus de 140 morts, un certain nombre de corps n'avaient pas pu être identifiés parce qu'on n'avait pas non plus à l'époque les techniques dont on dispose aujourd'hui pour l'identification. Alors comment ça va se passer ? C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui vont se rendre, de spécialistes qui vont aller sur les lieux de la catastrophe et qui vont d'abord faire un examen des lieux. Bien sûr, en fonction de la nature ou du lieu de l'accident, ça va être un peu différent, le travail sera un peu différent. Et le premier temps
sera sur les lieux de faire un quadrillage, particulièrement dans ce genre de situation, à faire un quadrillage des lieux avec qu'on va reporter sur un schéma, hein, ça peut être fait par voie numérique ou par voie de dessin, et tous les éléments, tous les corps qui vont être retrouvés vont être reportés sur ce quadrillage avec tous les éléments qui sont à proximité des corps. Ça peut être un téléphone, ça peut être un sac, etc. Tout est répertorié par les enquêteurs. Donc ce travail d'enquête minutieuse, il peut être un peu long au départ, mais un peu fastidieux, mais il est très important. Et dans la suite, donc les corps, une fois que ce travail précis est réalisé, les corps vont être transférés. Alors ça dépend où on se trouve, mais là on est à proximité de villes qui vont disposer d'instituts médico-légaux. Et en fait, on va les transférer à l'institut médico-légal pour faire ce qu'on appelle la collecte des données post-mortem. Alors qu'est-ce que c'est que cette collecte post-mortem des données pour l'identification formelle, particulièrement quand on a des corps carbonisés, hein, comme vous l'avez rappelé en début d'émission? En fait, on va rechercher à utiliser des méthodes d'identification qu'on appelle formelles ou primaires. Alors, qu'est-ce que c'est ces méthodes d'identification primaires? Ce sont d'abord l'analyse des empreintes digitales, si c'est possible. Alors, quand les corps sont carbonisés, parfois c'est un peu difficile, mais il peut quand même rester des empreintes digitales qui vont être comparées par la suite. Ensuite, une des plus vieilles méthodes d'identification utilisées, c'est ce qu'on appelle l'odontologie médico-légale. C'est-à-dire qu'on va, sur place, donc à l'IML, les dentistes vont faire un examen très précis avec des radios dentaires, puisqu'en plus les dents résistent bien à la chaleur, et c'est un des derniers éléments sur le corps qui va résister en cas d'incendie, même en cas d'incendie prolongé. Et enfin, troisième point, on va réaliser des analyses génétiques en urgence sur les corps. Voilà. Donc ça, c'est la phase qu'on va appeler de collecte post-mortem. Dans le même temps, les enquêteurs vont lancer des groupes d'investigation sur la collecte de ce qu'on appelle les données antémortem. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les collectes antémortem? C'est qu'ils vont se rapprocher des familles des victimes supposées être sur le lieu pour avoir un certain nombre d'indices sur des éléments d'identification très généraux. Ça peut être la taille, le poids, des signes particuliers, etc. Mais ça va être aussi la présence de maladies particulières qu'on pourrait retrouver sur le corps, éventuellement la présence de prothèses, la présence de tatouages, même si ce sont des signes un peu faibles. Et toute cette collecte de données, elle va être réalisée de façon assez rapide. Et dans un deuxième temps, il va y avoir donc comparaison entre les données post-mortem que j'évoquais à l'instant et les données anté-mortem collectées par les enquêteurs. Et le fait que les lieux du drame soient cloisonnés dans cette affaire, est-ce que c'est un obstacle pour vos opérations ? Alors ça peut être un obstacle, bien sûr, dans tous les protocoles internationaux. On rappelle aussi que les équipes qui vont intervenir doivent intervenir en toute sécurité. Et on sait, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'un point de vue pratique, dans la région de Montpellier, d'intervenir sur des lieux d'incendie où on n'a pas pu entrer sur la zone pendant un certain temps du fait d'un risque d'écroulement de la maison et tout. Donc ça peut être aussi un facteur limitant pour la durée de l'identification. Mais la phase d'analyse des lieux, elle doit se faire, ce sont les enquêteurs qui le font. Ils font le quadrillage une fois que le site est accessible et le travail peut commencer à ce moment-là. Charlotte, 4 jours après l'incendie, les autorités suisses annoncent que l'ensemble des victimes blessées ou décédées ont bien été identifiées. Elles sont bien souvent jeunes, voire très jeunes. Sur les 40 personnes décédées, 20 étaient mineurs. Il y a aussi des Français parmi les victimes. 9 sont morts, dont 3 mineurs, et 23 autres ont été blessés. Parmi les personnes décédées, il y a Arthur. C'est un Suisse de 16 ans. Sa mère avait témoigné à plusieurs reprises sur BFM TV. Elle était à sa recherche depuis l'incendie. Après le drame, la procureure générale suisse a ouvert une instruction pénale. Elle vise les 2 gérants du bar, un couple de Français qui restent présumés innocents. En France, le parquet de Paris a lui ouvert une enquête miroir pour aider les familles françaises et les autorités judiciaires suisses. Ce terrible incendie nous rappelle aussi l'histoire effroyable du 5-7, je le disais en titre, une boîte de nuit de Saint-Laurent-du-Pont dans l'Isère. Et là aussi, c'est une tragédie. 146 jeunes âgés de 14 à 25 ans meurent dans cet incendie. Ils étaient venus faire la fête dans ce dancing pour le week-end de la Toussaint. Et je le rappelle, nous sommes en 1970. Les méthodes d'identification sont moins développées qu'aujourd'hui. 9 victimes n'ont jamais été identifiées. Elles sont aujourd'hui enterrées dans une fosse commune dans le cimetière de la ville. Alors Charlotte l'a rappelé, il y a eu ce terrible incendie en 1970. À l'époque, les effets personnels des victimes avaient aidé les familles à les identifier. Rappelez-nous, docteur, comment est-ce que ces victimes ont été identifiées au-delà des effets personnels ? Alors,
Je n'ai pas trouvé d'articles médicaux sur cette identification. Il y en a un autre pour une autre catastrophe qui est arrivée en 1978 qui concernait beaucoup de Français, qui est l'incendie du camping de Los Alfaques. Mais c'est une vieille revue médicale que je n'ai pas réussi pour l'instant à récupérer. Est-ce qu'il y avait des expertises dentaires, par exemple, comme aujourd'hui ? A priori, en 1970, je ne peux pas répondre, mais en 1978, oui. Il y avait, je pense qu'aussi en 1970, il y avait des expertises dentaires, mais là, vous soulignez un problème qui est d'actualité aussi, c'est que, en fait, l'identification se fait par comparaison. Oui. C'est-à-dire qu'il faut disposer de données antémortem. Et l'une des limites, surtout dans le temps, ça avait été, dans d'autres catastrophes, ça a été souligné, c'est qu'il faut pouvoir rapidement collecter ces données antémortem. Quand on a des gens qui viennent de différents pays, on a de différentes nationalités, ce n'est pas toujours évident d'aller récupérer ces données antémortem. Et ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il y avait pas mal de sujets jeunes qui, par exemple, n'avaient pas forcément beaucoup de soins dentaires à l'époque, qui était la méthode d'identification principale qui était utilisée donc dans les années 70, en plus des effets personnels. Alors les effets personnels, ce sont des méthodes d'identification secondaires qui sont insuffisantes pour identifier formellement un sujet. Et en termes de comparaison, on parle de comparaison, est-ce que l'ADN a révolutionné vos méthodes de travail ? Bien sûr, l'ADN révolutionne les méthodes de travail. L'ADN révolutionne, et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en général, pour la collecte des données post-mortem, c'est-à-dire pour les médecins légistes et ce qu'on appelle la chaîne d'identification, on va sur les corps faire les 3 méthodes, c'est-à-dire qu'on va, si possible, faire les empreintes digitales si elles sont possibles, bien sûr. On va faire un examen dentaire et un examen d'empreintes génétiques. On va faire un prélèvement sanguin si possible pour les empreintes génétiques, puisque souvent dans l'urgence, on ne va pas forcément savoir quel type de données antémortem on va avoir à disposition en fait. Donc c'est pour ça que nous, dans les protocoles qui sont mis en place dans les différentes, soit dans les attentats ou dans les catastrophes, quand il y a un afflux de victimes comme ça, on fait, dans la chaîne d'identification, on fait les 3 types de prélèvements ou d'analyse pour pouvoir après faire la comparaison avec les données antémortem. Et dans les heures qui ont suivi l'incendie, les autorités suisses l'ont dit, l'identification des victimes prendra du temps. Combien de temps en moyenne faut-il aujourd'hui pour identifier complètement une victime ? Écoutez, ça avait été dit, je pense que c'est par précaution que les autorités suisses ont annoncé qu'il fallait du temps, mais vous l'avez dit, au bout de 4 jours, je crois. C'est ça, entièrement au bout de 4 jours, oui. Voilà, l'ensemble des victimes. C'est une performance, on peut dire, même c'est un peu long pour les familles, on le comprend tout à fait pour les familles qui attendent la terrible nouvelle ou la funeste information, mais on peut dire quand même qu'en 4 jours, avec des gens qui venaient quand même de différents pays, puisqu'il y a plusieurs nationalités, ça reste quand même une identification formelle qui, moi, j'appelle ça rapide. C'est pas, on ne peut pas en une journée collecter, surtout un week-end pendant des vacances scolaires ou des vacances de Noël, faire la collecte de toutes les données antémortem et pouvoir faire les comparaisons avec le post-mortem. Dernière question, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut offrir à terme de nouvelles opportunités ? Alors, c'est-à-dire que c'est plus que l'IA. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'IA. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'équipes, dont les équipes françaises de police et de gendarmerie, qui disposent d'un logiciel. C'est une marque qui s'appelle Place Data et qui, en fait, permet des rapprochements entre les données antémortem et post-mortem. C'est-à-dire que quand vous avez 2-3 victimes à identifier, ça ne pose pas de problème. Si vous avez, Mais dès que vous avez 40, 50, 80 victimes, faire ça sur des feuilles à la main, c'est quand même complexe. Donc, je pense que ça se situe plutôt là, c'est-à-dire dans des logiciels de comparaison, alors qu'ils feront peut-être appel à l'IA, que demain, la rapidité sera encore améliorée, je pense, pour l'identification formelle. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver, merci Charlotte aussi, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.